Nous sommes le 9 octobre 2020. Il y a des jours qui marquent et qui marqueront sans doute la vie de Sophie Petronin. On continue d'évoquer sur France Info la libération de celle qui était la dernière otage. L'humanitaire franco-suisse est arrivé ce matin. Avant d'en parler, avant de voir les images, je vous présente nos deux invités. D'abord, Niakale Bagayoko, qui est experte en sécurité en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Vous êtes la présidente de l'African Security Sector Network. Merci d'être avec nous. Et Clément Le Goff, journaliste à France Télévisions, et qui a quelques clés à nous donner sur la suite du programme de Sophie Petronin. Mais d'abord, regardez, on va se replonger quelques instants, quelques heures en arrière. C'était sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay, un peu avant 13h. Une embrassade collective avec des gens qui, pour certains, ne s'étaient pas vus depuis 4 ans. Là, à droite de l'image, sous son petit voile blanc qu'on distingue à peine, tant elle semble étouffée par les effusions de joie, il y a donc Sophie Petronin qui avait été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, au Mali, et qui a été libérée hier soir. Elle était à Bamako avant de prendre l'avion et d'atterrir à Villacoublay. Le chef de l'État était à ses côtés, Emmanuel Macron, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Personne n'a pris la parole au terme de ces retrouvailles. Et on va justement évoquer les coulisses. Les coulisses de la libération dans un deuxième temps, mais d'abord avec vous, Clément Le Goff, les coulisses de ce qui va se passer maintenant. Visite médicale au programme pour Sophie Petronin. Exactement. Alors, elle a déjà subi un examen médical. Ça s'est fait dès sa libération, un examen médical, un examen psychologique. Et maintenant, ce sont les services de renseignement qui vont entrer dans cette nouvelle phase, puisqu'elle va devoir subir des séances de débriefing. Ce qu'on appelle le débriefing, ce sont un retour d'expérience pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ces 4 ans de détention. C'est-à-dire, à peine arrivé, on ne lui laisse même pas le temps de se reposer. Tout de suite, la DGSE la prend par la main. Exactement. Il y a, pour être très précis, généralement 2 séances de débriefing. Et il y en a une première séance de débriefing qui se fait aussitôt après la libération. Des officiers de renseignement vont essayer de travailler sa mémoire à court terme. On va essayer de savoir quels sont les détails, de quoi elle se rappelle, comment était sa cellule, est-ce qu'elle se rappelle de ses geôliers. On va déjà pouvoir commencer à lui présenter des photos. Par exemple, si les officiers de renseignement connaissent certains geôliers, si certains geôliers sont dans leur ligne de mire, on va essayer d'avoir un maximum de détails parce que la mémoire à court terme, c'est très important parce qu'on sait que quelques semaines, quelques mois après, la mémoire, elle déforme les souvenirs et forcément, on n'a pas exactement les mêmes souvenirs de la détention. Et ça, c'est une procédure qui a lieu à chaque fois qu'un otage français est libéré ? Exactement, c'est un passage obligé. Ça a dû très probablement avoir lieu dès sa libération, donc dans l'avion. Et ensuite, il y a une deuxième séance de débriefing. Et cette fois, elle est beaucoup plus longue. Ça se passe généralement à Paris. Vous savez, généralement, les otages retrouvent leur famille dans un hôtel. Ils prennent du temps pour ces retrouvailles. Et en parallèle, les officiers de renseignement, ils sont là, ils sont présents. Et plusieurs fois par jour, voire par semaine, il peut y avoir plusieurs séances de débriefing où là, on va vraiment rentrer dans des détails très techniques. Moi, je me souviens avoir discuté avec un ancien otage, malheureusement décédé depuis, Francis Collomb. Il avait été retenu au Nigeria pendant près d'1 an et il s'était libéré lui-même et il avait, comme tous les ex-otages, dû subir ces séances de débriefing et je l'avais rencontré juste après ces séances. J'avais été pendant 4 jours auprès de lui et pendant ces 4 jours, il avait eu des séances de débriefing avec les officiers des services de renseignement. C'était quelque chose de très éprouvant pour lui, me disait-il, parce qu'il était obligé vraiment de chercher dans le fond de sa mémoire tout ce dont il se rappelait, même des mois avant. Et on sait à quel point ça peut être compliqué de se souvenir. Si je vous demande, vous, ce que vous avez fait hier, vous allez me dire... Si, hier... Ça va. Mais pas dans le détail. Mais il y a quelques semaines, c'est compliqué de savoir avec qui vous étiez, quelles étaient les personnes. Là, en l'occurrence, on va leur demander quels étaient le type d'armement des geôliers, est-ce qu'ils s'entendaient bien, quelles étaient leurs relations. On va à ce niveau de détail. Exactement. On va essayer d'avoir un maximum de détails. L'enjeu, en fait, c'est d'avoir une connaissance fine, précise du terrain pour les officiers de renseignement. Et puis, à terme, ça peut être aussi de libérer d'autres otages. C'était la dernière otage retenue dans le monde, la dernière otage française. Mais il y a d'autres otages étrangers. Ça peut aussi servir à d'autres services de renseignement. Absolument, d'autant, Niakale Bagayoko, je me tourne vers vous, que
Beaucoup d'acteurs ont participé à cette libération. Qui s'est passé dans le Nord Mali, dans la zone du Sahel avec le Burkina qui n'est pas loin, le Niger, l'Algérie. Il est question aussi que les États-Unis aient un petit peu regardé l'identité des djihadistes qu'on a libérés. Bref, beaucoup d'acteurs qui ont sans doute rendu très complexe cette libération. Oui, il convient tout d'abord d'insister sur le rôle des autorités maliennes et sur le fait que les négociations qui ont abouti à la libération de Sophie Petronin ont avant tout manifestement porté sur la libération de Soumaïla Cissé, qui est le chef de l'opposition qui a été enlevé durant la campagne électorale au mois de mars. Il faut voir également le fait qu'il y a eu une continuité, puisque un coup d'État est intervenu au Mali dans le courant du mois d'août, et les négociations pour la libération de Soumaïla Cissé avaient été engagées par le gouvernement du président Ibeka. Comme vous l'indiquez, il y a bien entendu beaucoup d'intérêts qui se jouent puisque on a cru comprendre que la libération des otages a été aussi retardée par le fait que certains États, dont les Américains, se sont opposés à la remise en liberté de certains terroristes qui avaient été impliqués notamment dans les attentats de Bamako et de Ouagadougou. Parce qu'il est aussi important de se rendre compte que le profil des personnes libérées est très varié. Il y a quand même manifestement plus de 200 personnes qui ont été remises en liberté, et toutes ne sont pas des combattants ni des chefs politiques. Ça peut être juste du soutien, du soutien logistique, du soutien en matière de renseignement. Et c'est ce qui rend très compliqué également la question des conditions d'interpellation de ces personnes, la question des procédures judiciaires qui ont été mobilisées. Manifestement, peu d'entre elles ont été condamnées véritablement en réalité. Donc, il y a tous ces enjeux-là, effectivement, qui sont en question dans de telles négociations. On va revenir là-dessus, mais il y a Dorothée Oliry qui est au téléphone avec nous et qui a assisté de très près, puisqu'elle était au Mali hier soir. Dorothée, bonjour, merci de prendre quelques instants. Oui, vous êtes bonjour. journaliste, grand reporter à France 2. Dans quel état d'esprit vous l'avez trouvée, Sophie Petronin ? C'est une femme assez incroyable. Effectivement, j'ai passé un quart d'heure avec elle. Elle a une pêche. Son fils me disait que c'était un roc, c'était un monument, mais vraiment. Et il disait, elle n'a pas changé, étonnamment. Et en fait, Sophie Petronin, je lui ai demandé si elle avait eu des moments très difficiles. Et elle m'a dit que, bien sûr, il y a eu des moments durs, mais elle n'a jamais désespéré. Elle sentait qu'elle s'en sortirait. Elle n'a jamais envisagé le pire. Et quand je lui ai demandé si elle était en colère, elle m'a dit non, surtout pas. Colère. J'ai choisi de vivre cette détention comme une retraite spirituelle. Puis en rigolant, il élevait très bien, elle avait des yeux qui pétillaient. Alors elle se cachait la bouche, vous avez dû voir cette image avec son foulard, mais c'est un geste de pudeur, vraiment, tout simplement parce qu'elle a perdu 4 dents. Donc c'est une femme pudique qui cachait un petit peu ce problème de dentition. Elle va d'ailleurs aller directement chez le dentiste. Et pour la petite anecdote, elle s'est inquiétée par exemple de ne pas pouvoir voyager. Elle dit à l'ambassadeur, mais j'ai plus de passeport. Donc il y avait aussi beaucoup d'humour. L'ambassadeur lui a dit, ne vous inquiétez pas, la rassurer. Et son premier petit plaisir aussi quand elle est arrivée à la résidence de l'ambassade de France, c'était de boire un gaz frais. Vous imaginez, après 4 boire de l'eau chaude, ça devait être un vrai petit bonheur. Donc cette petite femme frêle, courageuse, que nous avons rencontrée, elle savoure sa liberté retrouvée. Et aussi, vous savez, elle attend de retrouver sa fille adoptive, aujourd'hui 18 ans, c'est une jeune malienne qui vit à Gao, et les autorités françaises sont en train d'organiser ses papiers et son transfert pour qu'elle puisse rejoindre sa maman adoptive très vite en France. Merci beaucoup Dorothée Oliry depuis Bamako. Je crois que Sophie Petronin a à chaque fois, lors de ses lieux de détention, demandé à ce qu'on prenne un petit caillou qu'elle a ramené pour son petit-fils, histoire comme ça touchante, 1384 jours de détention. Dans un pays, on le rappelle, où il y a l'armée française déployée, Clément Le Goff, est-ce qu'il n'y a pas un embarras au sommet de l'État, avec d'un côté, certes, on se réjouit d'une libération, mais en contrepartie, des djihadistes dans la nature, potentiellement 5000 militaires de Barkhane déployés au Mali notamment. Exactement, et en tout cas, on sent très bien que c'est le débat qui va être
très présent ces prochaines heures, ces prochains jours, parce que depuis le début de la semaine, on savait que cette libération se dessinait. On est resté très prudent parce qu'on n'en avait aucune confirmation. On allait d'espoir en faux espoir. Vous savez que le fils de Sophie Petronin était parti là-bas à Bamako dès mardi. On le savait, les journalistes étaient avec lui. Il fallait rester prudent, mais très tôt, on a su qu'il y allait avoir une contrepartie et que cette contrepartie, elle serait très importante. Au départ, on nous parlait d'une centaine de djihadistes, puis 150. Aujourd'hui, un peu plus de 200, vous le disiez. Et un spécialiste de l'Afrique me disait il y a quelques jours que c'était une première, qu'une aussi grande contrepartie allait être donnée en échange de plusieurs otages. Parce que, rappelons-le, il y a M. Cissé qui, vraisemblablement, a permis la libération de Sophie Petronin. Mais donc, ce serait une première, et 200 djihadistes pour la vie d'otages, alors que nos soldats, notre force Barkhane est présente en continu au Sahel. Forcément, cela pose des questions et on sent bien que c'est le débat qui va germer ces prochains jours. 45 soldats morts dans l'opération Barkhane, 45 soldats français selon l'état-major depuis 2013. Est-ce que vous diriez, on a bien compris que les autorités maliennes étaient en train de reprendre le pouvoir politique en main, que la situation sur le terrain au Mali, elle est plus dangereuse maintenant avec cette libération, ou au contraire, que le fait qu'il y ait un pouvoir qui soit en train de reprendre la main, ça va pacifier les choses? Je pense qu'il faut, pour répondre à cette question, se pencher très rapidement dans les spécificités de la scène malienne. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis l'automne l'année dernière, il a été décidé de manière très collégiale, c'est-à-dire dans le cadre du dialogue national inclusif, d'engager des négociations avec certains chefs djihadistes. En l'occurrence, avec Yad Ghali, qui est le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est affilié à Al-Qaïda. Ce qui est important, c'est que ce groupe est rentré en forte rivalité par le biais de combats très meurtriers avec l'autre groupe djihadiste de la région qui, lui, est affilié à l'État islamiste. Et lors du sommet de Pau, qui a eu lieu le 13 janvier l'année dernière, qui a réuni la France et ses partenaires du G5 Sahel, il a été décidé de se concentrer militairement sur la lutte contre l'État islamique au Grand Sahara, donc contre l'ennemi de ceux avec lesquels on a négocié cette libération. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on s'achemine vers, d'une part, une approche beaucoup plus politique de la crise avec certains acteurs djihadistes pour poursuivre la lutte armée contre les autres, et peut-être en lien, peut-être pas très ouvert, mais en tout cas en utilisant ces canaux politiques désormais qui ont été ouverts, c'est une des questions qui se posent. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Alors la situation est complexe, la nébuleuse djihadiste dans cette zone est complexe aussi, mais on y voit un peu plus clair. Il y a encore beaucoup de questions qui pour l'instant sont sans réponse. Félicitons-nous du retour de Sophie Petronin. Merci d'avoir été avec nous aussi, Clément Le Goff. On va revenir juste sur le combat d'un fils. Sophie Petronin disait « J'ai été sûre et certaine que mon fils était en train de remuer ciel et terre pour moi ». Elle avait raison.